Europe et aux États-Unis chaque année, provenant de la Côte d'Ivoire. Ce dérèglement va créer une misère au fil du temps au sein des familles ivoiriennes. Aussi bien les limogeages des employés que la souffrance des paysans faisaient la une à cette période. En 1982 par exemple, près de 500 employés du groupe Hôtel Ivoire appartenant à des investisseurs internationaux ayant à leur tête André Delafosse va renvoyer ces employés sous prétexte qu'ils ont grévé dans l'optique de percevoir leurs primes de fin d'année que le groupe ne voulait pas leur verser avant les fêtes. Non seulement les propriétaires ne furent pas poursuivis, mais par le canal du président Félix Houphouët-Boigny, ils ont réussi à recruter de nouveaux employés. Au niveau de l'éducation nationale, la Côte d'Ivoire dirigée par Félix Houphouët-Boigny a réussi à mettre en place un système de très haut niveau dont la performance était remarquablement bien avec l'implication de formateurs étrangers qui sont rejoints des années plus tard par des enseignants ivoiriens qui bénéficient de gros avantages sociaux. Les enseignants percevaient entre 140 et 250 000 pour ceux du primaire et du secondaire, pendant que ceux du supérieur recevaient une paye entre 250 et 450 000 francs CFA par mois, sans prendre en compte leurs avantages. Les autres bénis étaient les élèves, les étudiants qui avaient des bourses d'études, des privilèges sociaux comme les bus disponibles pour les étudiants, les cantines pour les élèves, les internats quasiment gratuits pour les élèves et étudiants qui en avaient besoin. Sous Houphouët-Boigny, l'éducation nationale a connu un véritable essor. La presse gérée par Félix Houphouët-Boigny était incroyablement serrée. Chaque jour était diffusé un petit discours du président Félix Houphouët-Boigny, ce qui favorisait la propagande et imposait sa personnalité aux mémoires des Ivoiriens. C'est grâce à la puissance des médias que pendant que la Côte d'Ivoire est plongée dans sa crise économique, au cours d'un séjour au Sénégal, à Dakar, Emmanuel Djoulot, maire central d'Abidjan à cette époque, fait une déclaration à un journaliste en disant que, selon lui, la capitale de la Côte d'Ivoire devrait être transférée à Yamoussoukro, le village natal du président Félix Houphouët-Boigny. Dans l'ombre, c'était un projet déjà prévu et espéré qui a pris forme le jour où le Parlement ivoirien a approuvé le projet visant à construire un palais présidentiel à Yamoussoukro à la fin des années 70. Ce palais a obligé le déplacement des grandes banques vers Yamoussoukro, qui était une ville espacée et bon à vivre, contrairement à Abidjan du point de vue de la petite population qui s'y trouvait. Félix Houphouët-Boigny, après la construction de son palais, a commencé à recevoir tous ses invités à Yamoussoukro. De 1981 à 82, le monde estudiantin plongé dans une ébullition, Laurent Gbagbo, jeune enseignant, se fait remarquer à la direction du SYNARES. Opposé idéologiquement au père de l'indépendance ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny. Il fonde donc dans la clandestinité à Dabou, une ville près d'Abidjan, le FPI, avant de s'exiler à Paris. Quelque temps plus tard, l'idée du transfert de la capitale à Yamoussoukro, ne reposant ni sur un argument politique, encore moins un argument économique valable, va pousser le PDCI à proclamer que nommer Yamoussoukro comme la nouvelle capitale du pays vise à rendre hommage au président Félix Houphouët-Boigny. C'est donc en ce sens que, en mars 1983, Yamoussoukro est baptisé capitale de la Côte d'Ivoire. Pour maintenir sa vision et rassembler les Ivoiriens comme le voulait Houphouët-Boigny, il s'est donc appuyé sur une armée forte. Dans l'armée de Côte d'Ivoire,